Allez, on va démarrer. Si, si vous en êtes OK. Ça te va, Audrey? On peut démarrer, du coup, pas prendre de retard pour le docteur. Je vous entends pas super bien tous. Il y a 3 personnes là qui sont en train de se connecter, faire un petit tour de table aussi pour savoir qui est là exactement. Et puis voilà, on va démarrer. Ouais. Oui, bah, je ne vois pas forcément tout le monde du coup comme il y a le plein écran, mais bon, voilà, on va faire au mieux. Oui. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus à nouveau dans notre commission bien-être et performance du dirigeant. C'est notre deuxième webinar de cette année 2021 et j'ai beaucoup de plaisir à accueillir ce soir Hélène Bouscal, qui nous a fait l'honneur de participer à ce webinar sur un sujet qui concerne beaucoup de chefs d'entreprise et beaucoup de personnes m'ont remonté le souhait d'avoir des informations par rapport au sommeil. J'aime beaucoup le titre d'Hélène sur le sommeil, une des clés pour la bonne santé des entreprises, parce qu'effectivement, elle va nous expliquer tout ça, mais en ayant un bon sommeil, on permet d'être en bonne santé et du coup, effectivement, ça a une répercussion sur la bonne santé de nos entreprises. Donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir Hélène ce soir, le docteur Bouscal. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir accepté de faire ce webinar pour nous parce que je sais que tu es très, très prise. Hélène est le seul médecin, tu me dis si je fais des erreurs sur ta présentation, mais le seul médecin de Lille aujourd'hui, somnologue. C'est un joli nom pour nous accompagner sur les troubles du sommeil. Elle a créé en 2017 le premier cabinet qui est spécialisé donc en somnologie à la Saline-les-Bains. J'en profite aussi pour vous dire que si vous avez besoin de la contacter, n'hésitez pas pendant le webinar de m'envoyer des petits messages que je lirai, je vous enverrai ses coordonnées. Elle a vraiment une spécialité, enfin, elle s'est vraiment spécialisée autour du sommeil et aujourd'hui, elle accompagne de nombreuses personnes dans cette problématique qu'est le sommeil. Donc, merci beaucoup, Hélène. Je vais lui laisser la parole. Je vous rappelle juste quelques petites règles pour que notre webinar se passe bien. C'est de couper vos micros. Il y a les petites icônes en bas. Donc, si vous avez des questions, je les noterai au fur et à mesure. Le docteur va déjà nous faire une présentation sur le sommeil et puis on aura un petit temps d'échange à la fin. Voilà, donc je lui laisse la parole parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous dire et c'est très intéressant sa présentation. Merci à tous en tout cas d'être là. C'est bon, je peux commencer, oui? Ok. Alors, bonsoir. Donc, je tiens tout d'abord à me présenter. Je suis le docteur Hélène Bouscal. Je suis médecin spécialisée donc, en somnologie, comme a défini Delphine, qui est finalement la médecine qui va étudier donc, le sommeil et ses différentes pathologies. Je suis installée, comme elle vous l'a bien dit, à la Saline-les-Bains depuis 3 ans. Donc, dans un premier temps, je vous remercie à tous de votre participation après votre journée de travail. Et je remercie aussi Delphine pour son invitation. Donc là, je vais faire ma présentation et puis ensuite, n'hésitez pas sur la fin de la présentation à poser toutes les questions. J'essaierai d'y répondre au mieux. Alors, donc le titre, le sommeil, une des clés pour la bonne santé des entreprises. Donc, il faut savoir que finalement, le sommeil, c'est une discipline qui est peu connue du grand public, peu connue aussi du monde du travail, alors que finalement, le sommeil,
fait partie intégrante de notre vie et va vraiment conditionner notre qualité de vie et ainsi notre qualité de travail et nos performances au sein de nos entreprises. Donc, le sommaire, je vais vous présenter dans un premier temps les bases du sommeil, la définition, ses caractéristiques, comment est-ce que le sommeil se régule. Ça vous permettra ainsi de comprendre un petit peu mieux tous nos dysfonctionnements. Brièvement, j'évoquerai les différentes pathologies en sommeil. Celles que je rencontre, d'abord face auxquelles vous pouvez être confrontés face à vos salariés ou en tant que chef d'entreprise, en sont à l'origine. Et enfin, quelles sont les conséquences de ces troubles du sommeil sur votre santé, mais aussi par conséquent sur la santé de votre entreprise. Voilà. Et pour terminer, le plus intéressant, c'est quelles solutions, quels moyens chacun d'entre nous, nous pouvons mettre en place pour nos salariés, pour nous en tant que chef d'entreprise, pour optimiser la rentabilité ou les performances de l'entreprise. Donc là, je ne les cite pas, je les citerai petit à petit au fur et à mesure du topo. Donc, qu'est-ce qui caractérise le sommeil? Comment définir le sommeil? Donc déjà, il faut savoir que c'est une fonction vitale qui occupe le tiers de notre vie. En effet, notre espérance de vie est entre 82 et 85 ans. Et si on calcule bien, on passe 25 années de notre vie à dormir. Donc, autant dire l'importance que ça a sur notre vie. Le sommeil, c'est aussi un état de vigilance. Il faut savoir qu'il existe donc 3 états de vigilance, que sont la veille, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Et plus précisément, on peut définir le sommeil comme étant la suspension partielle, périodique, puisqu'elle se fait à peu près toutes les 24 heures, réversible, de la capacité de chaque individu à interagir avec son environnement. Et ce, tant sur le plan moteur que sur le plan sensitif. Et quand on dort, quand on est en période de sommeil, on peut dire que nous sommes en mode d'économie d'énergie. Une nuit de sommeil dite normale, va se définir sur un temps de sommeil qui est d'environ 7 à 8 heures en moyenne pour un individu normal. En fait, il y a plusieurs cycles de sommeil qui vont se succéder. Chaque cycle de sommeil fait à peu près 4 cycles, chacun essentiel à notre récupération, qu'elle soit physique ou psychique. Excusez-moi, docteur, Alors, je me permets soir, de vous couper. Est-ce que vous pourriez, oui. est-ce que pour ceux qui ne sont pas, enfin pour les participants, est-ce que vous pourriez éteindre votre visio, votre caméra, parce que ça consomme de la bande passante sur Zoom et du coup on entend moins bien le docteur ou sa grésille, etc. Merci, désolé docteur. Donc j'arrête la vidéo? Non, pas vous, Non, simplement Hélène, les participants. tu n'as rien à faire des participants parce que du coup, ça grésille. Donc, de bien arrêter leurs vidéos et le son pour que bien vous entendre. Ah, ok. Donc là, Delphine, j'arrête la vidéo. Non, toi, tu fais rien, Hélène. Toi, tu restes comme tu es, c'est très bien. On a juste demandé aux participants pour que tu aies plus que le son et le débit soient meilleurs. Toi, tu restes comme tu es, il n'y a pas de souci. Tu peux continuer. Ok, très bien. Le curseur, vous le voyez sur la… Tiens, bon, le curseur, vous le voyez sur la vidéo, c'est bon? C'est très bien, c'est bon. Alors, donc à partir du moment où vous
ressentez le stimuli de la somnolence, donc en général le soir, vous allez vous diriger vers votre lit. Et donc, vous allez vous allonger et passer en mode d'endormissement. Voilà. Ensuite, donc vous allez vous endormir, passer en sommeil lent léger. Donc, je vous laisse regarder le curseur que je déplace au niveau de l'hypnogramme. Et après le sommeil lent léger, vient le sommeil lent profond. Et ensuite, on passe en sommeil paradoxal. Donc ça représente un premier cycle de sommeil et ainsi de suite. Tout au long de la nuit, vous allez faire un deuxième cycle, un troisième cycle, un quatrième cycle de sommeil, etc. Il faut savoir qu'en première partie de nuit, on va surtout faire ce qu'on appelle donc du sommeil lent profond et en deuxième partie de nuit, du sommeil paradoxal. Le sommeil lent profond, c'est un sommeil qui vraiment a un rôle récupérateur physique, structurel, métabolique. Et le sommeil paradoxal, lui, il a plus un rôle en tant que sommeil régulateur psycho-émotionnel. Il va réguler notre santé mentale, nos capacités mnésiques et nos capacités d'apprentissage. Donc, au final, quand parfois on nous demande s'il faut mieux dormir tôt ou tard, il faut se dire qu'en fait, une nuit complète est nécessaire pour bien récupérer, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Voilà, et que ce soit en début ou en fin de nuit, il n'y a pas de norme en fait. Pour ma part, quand je suis en consultation et que je reçois les patients, afin d'étudier le sommeil, je fais un examen qui finalement est l'examen de référence qu'on utilise surtout en laboratoire du sommeil, en métropole. On appelle cet examen la polysomnographie. On va récupérer l'activité électrique de différents paramètres physiologiques. Parmi ces derniers, nous avons donc des électrodes qui vont être posées au niveau du crâne, qui vont noter un électroencéphalogramme. Ensuite, des électrodes qui vont être disposées au niveau des muscles oculaires, au niveau des muscles mentonniers et au niveau des muscles jambiers. Ainsi, on aura l'activité électrique de chacun de ces muscles qui va évoluer au cours de la nuit. Nous avons aussi des capteurs électrocardiographiques qui vont nous rendre compte de l'activité cardiaque et éventuellement de sa souffrance au cours de la nuit. 2 sangles qui sont les sangles thoraciques et abdominales qui, elles, rendent compte de la ventilation thoracique abdominale qui doit être harmonieuse et en phase au cours de la nuit. Et en cas de souffrance, en cas d'apnée par exemple, on a vraiment une opposition de phase qui se met en évidence au niveau de ces capteurs, au niveau de ces signaux. Nous avons au niveau du creux susternal ici un petit microphone qui enregistre les ronflements, les variations de pression dans la poitrine et qui enregistre aussi la position dans laquelle le patient dort. Tous ces signaux vont être reliés donc, à une petite machine qu'on appelle un polysomnographe, ici au niveau du poignet, dans laquelle il y a un actimètre qui va relever aussi l'activité du sujet au cours de sa nuit, savoir s'il a un sommeil agité ou un sommeil plutôt calme. Et enfin, j'ai oublié le signal donc, de mesure de la saturation en oxygène. Donc, de tous ces signaux, moi, j'en fais une lecture. J'en déduis un hypnogramme, qu'on a vu ici. Évidemment, je pose éventuellement des diagnostics de pathologie et après, je propose évidemment une conduite à tenir pour la prise en charge à venir. Voilà. Alors, le situé au niveau du système nerveux central, qu'on appelle l'horloge biologique et qui est vraiment génétiquement déterminée. C'est elle qui va déterminer tout notre rythme d'éveil et de sommeil, nos rythmes biologiques, qui va déterminer notre chronotype de sommeil et notre typologie de sommeil. Donc la génétique, quand même, influe énormément le sommeil. Il y a aussi l'âge, puisque le sommeil évolue avec l'âge, le sexe, le poids, la taille, notre origine ethnique, les conditions environnementales dans lesquelles nous dormons, évidemment une chambre tempérée, au calme, dans le noir, avec une qualité de sommier, de matelas et d'oreiller importante, c'est des conditions qui doivent être réunies pour qu'on puisse optimiser notre sommeil. Les conditions sociales, professionnelles, familiales,
qui parfois peuvent être des contraintes finalement, vont vraiment conditionner notre sommeil. Là, on peut prendre l'exemple donc du travail en horaire décalé, du travail en horaire posté de nuit, qui vont vraiment désynchroniser l'horloge biologique et être vécu comme un stress, comme une contrainte pour les sujets et qui va vraiment donc influencer leur sommeil. Les comorbidités, donc si vous présentez des pathologies, qu'elles soient d'ordre cardiovasculaire, hormonal ou psychiatrique, évidemment, la maladie ainsi que leur traitement vont influer le sommeil. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le sommeil, si lui-même il est de mauvaise qualité et qu'il n'est pas suffisant en quantité, il va alimenter ces pathologies. Donc, c'est un petit peu le cercle vicieux dans lequel il faut être prévenant. Les traitements médicamenteux, donc là, c'est la composante iatrogénique, c'est-à-dire que certains médicaments peuvent avoir un impact sur la vigilance du sujet. Donc, par exemple, les hypnotiques, les anxiolytiques, qui vont avoir tendance donc, à favoriser l'induction du sommeil. Mais par contre, en termes de qualité, le sommeil n'aura pas la structure idéale, n'aura pas une structure physiologique. Et à contrario, nous avons des médicaments comme l'amphétamine, par exemple, qui sont des médicaments qui sont excitants, donc qui vont évidemment perturber complètement le sommeil. L'hygiène de vie, ça c'est la base d'une bonne santé, c'est-à-dire avoir une alimentation équilibrée, faire une activité sportive, essayer psychologiquement d'être serein, voilà, conditionne notre qualité de sommeil et notre quantité de sommeil. Alors, pour bien résumer les 4 fonctions primordiales du sommeil, et à partir de là, vous allez tout comprendre. La première fonction du sommeil, c'est la récupération physique, énergétique de nos cellules, la réparation cellulaire, la restauration de l'ensemble des mécanismes physiologiques qui ont été sollicités au cours de la journée. C'est-à-dire que tout ce qu'on aura altéré. La deuxième fonction, c'est la régulation psychique et émotionnelle, qui, elle, est donc surtout faite au cours du sommeil. Le sommeil a un rôle très important dans la régulation de nos systèmes hormonaux, immunitaires et de nos rythmes biologiques. On parle de la chronobiologie. En termes de chronobiologie, en effet, nous sommes des organismes qui sont rythmés. On peut prendre différents exemples, je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, notre température corporelle, il faut savoir qu'elle est rythmée au cours de la journée. Nous avons Puis, cette température corporelle va devoir descendre et descend physiologiquement pour induire plus facilement l'endormissement et atteindra un minimum vers 3 heures du matin, où là, nous avons vraiment notre sommeil le plus profond. Donc là, c'est la chronobiologie de notre température corporelle. La courbe de la vigilance aussi qui est très intéressante, à savoir que nous avons une augmentation de notre état de vigilance qui se fait au cours de la journée. Nous avons un petit creux de vigilance en début d'après-midi qui souvent est confondu avec ce creux de vigilance postprandial où chacun dit sur la digestion, je me sens fatigué, je me sens somnolent. En fait, ce n'est pas la digestion qui va induire cette somnolence, mais c'est simplement que notre physiologie fait que nous avons une baisse de notre vigilance. Dernier exemple que je prendrai, c'est celui de la sécrétion d'hormones, comme le cortisol, les hormones thyroïdiennes ou l'hormone de croissance. Elles sont vraiment rythmées. L'exemple du cortisol, par exemple, c'est vraiment l'hormone du stress qui, elle, va avoir un pic sécrétoire en début de journée et elle va nous permettre de pouvoir attaquer correctement notre journée. Voilà. Donc, vous imaginez que si vous avez une problématique au niveau sommeil et si vous dérégulez tous ces rythmes, après, ça commence à être compliqué pour maintenir notre bonne santé. Et enfin, la dernière fonction du sommeil, le développement sur la maturation des neurones, des synapses, l'impact qu'il peut avoir sur nos capacités mnésiques, neurocognitives. Il va nous aider à consolider nos souvenirs, consolider les apprentissages que l'on aura fait pendant la journée. C'est valable évidemment aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Et tout au cours de la journée,
on va synthétiser des toxines, on va éliminer des déchets qui vont être cumulés dans notre organisme. Et c'est au cours du sommeil que l'ensemble de ces déchets vont être éliminés. Et ainsi, on va prévenir de nombreuses pathologies. Donc, première conclusion, c'est vraiment prendre conscience du fait que le sommeil conditionne le bon fonctionnement physiologique de notre organisme et qui va être un des garants de notre état de bonne santé. Enfin, comment est régulé le sommeil? Donc, il faut savoir qu'il existe deux processus de régulation du sommeil. Un premier processus de régulation que l'on dira homéostatique, qui correspond à la pression de sommeil que l'on va cumuler au cours de la journée. Je vous le montre sur ce schéma. Donc, c'est la courbe bleue. Donc, on va commencer notre journée avec une pression de sommeil qui est nulle et on va avoir une augmentation progressive de notre pression de sommeil au cours de la journée, une augmentation linéaire, jusqu'à atteindre un seuil d'enclenchement du sommeil, en général en milieu de soirée. C'est comme à l'image d'un sablier finalement, c'est-à-dire que le sablier, on le retourne le matin quand on se réveille et il se remplit tout au long de la journée. Voilà, jusqu'à ce qu'on le retourne à nouveau pour qu'il se vide. Et donc, du coup, on a la pression de sommeil qui va complètement se restaurer, se vider tout au long de la nuit. Et on va repartir le lendemain avec une pression de sommeil égale à 0. Donc ça, c'est le processus de régulation homéostatique. À ce processus se rajoute donc un deuxième processus qui est le processus de régulation que l'on dira circadien, qui lui est régi par donc l'horloge biologique que je vous ai décrite précédemment. Donc notre horloge biologique, qui est située au niveau de notre système nerveux central et plus précisément au niveau de l'hypothalamus, va avoir un mode de fonctionnement spontané sur une période de 25 heures. Donc tous les jours, elle va avoir un rythme de fonctionnement de 25 heures. Elle va ainsi définir l'état d'éveil et l'état de sommeil le plus propice au cours de la journée. Nos 24 heures, l'horloge est une période idéale pour notre sommeil. Cette horloge biologique, comme je vous dis, elle a une période de fonctionnement de 25 heures. Or, nous fonctionnons selon un mode nictéméral, c'est-à-dire de 24 heures. Donc, pour que notre horloge biologique fonctionne sur un système de 24 heures, elle va être synchronisée tous les jours par des synchroniseurs externes, notamment la lumière. Si on ne s'expose pas à la lumière, on va conserver la périodicité de 25 heures et on va complètement se décaler au niveau de notre rythme veille-sommeil. Et c'est d'ailleurs les expériences que l'on retrouve pour certains spéléologues qui vont s'enfermer pendant 50 jours dans une grotte et qui vont être complètement déstabilisés au niveau de leur rythme d'éveil et de sommeil. Donc, ces deux processus de régulation doivent être en phase pour pouvoir induire un sommeil et une période d'éveil optimale. Donc, lorsque nous commençons notre journée, nous avons une pression de sommeil qui est nulle. Si cette pression de sommeil nulle est en concordance avec notre signal circadien d'éveil, défini par l'horloge biologique, on va se réveiller. Petit à petit, on passe notre journée, notre pression de sommeil augmente. Voilà, nous sommes vraiment dans la période idéale de l'éveil définie par notre horloge biologique. Et puis, en début de soirée, une fois que la pression de sommeil a atteint son summum, si on est bien en concordance, en phase avec le signal circadien de l'endormissement, qui va correspondre à celui de la sécrétion de la mélatonine, dans ces cas-là, tous les feux sont verts et on induit notre phase de sommeil idéale. Voilà, donc ça, c'est vraiment les deux processus de régulation du sommeil qui sont à connaître. Là, donc, je reprends les synchroniseurs externes de l'horloge biologique. Donc, l'alternance de la lumière et de l'obscurité, c'est le synchroniseur externe face à laquelle l'horloge biologique est la plus sensible. Il y a aussi l'alternance de l'activité sportive et du repos qui joue un rôle de synchroniseur, d'où l'importance du sport dans l'hygiène de vie et dans l'hygiène du sommeil. Et nous avons aussi les rythmes de nos repas.
qui peuvent aussi donc conditionner, synchroniser l'horloge biologique. Comme je vous ai dit, elle va génétiquement déterminer notre chronotype de sommeil et notre typologie de sommeil. La typologie de sommeil, c'est un long ou un dormeur normal. C'est-à-dire si on a besoin physiologiquement de moins de 6 heures, de 7 à 8 heures de sommeil ou de plus de 9 heures de sommeil. Et le chronotype de l'horloge biologique, ça définit si nous sommes génétiquement programmés pour être plutôt du matin ou du soir. Vous savez, il y a des personnes qui se couchent très tôt, vers 20 heures, et qui se lèvent très tôt. Donc là, on dira qu'ils sont du chronotype du matin. Donc, on voit sur ce schéma-là l'influence de la lumière qui passe donc, du coup, par la voie rétino-hypothalamique sur la synchronisation de l'horloge biologique. L'horloge biologique que l'on retrouve ici va, une fois qu'elle est stimulée finalement par la venue de l'obscurité le soir, stimuler et favoriser la sécrétion de mélatonine par la glande pinéale qui est située ici. Cette horloge biologique, elle est en lien donc avec tout un tas de systèmes, donc par voie électrique ou par voie neuro-endocrinienne. Voilà, tous les systèmes sont des corps. Et donc là, on définit ainsi la chronobiologie. Donc dire l'importance de cette horloge biologique sur tout notre fonctionnement physiologique. Donc j'espère que pour le sommeil, vous avez à peu près compris comment ça fonctionnait. Je vais succinctement vous décrire et vous énumérer les 5 pathologies principales que l'on retrouve en sommeil et qui sont classifiées selon l'American Academy of Sleep Medicine. La première pathologie qui est la plus fréquente, c'est celle des insomnies. Donc, l'insomnie va se définir comme une difficulté à s'endormir, comme une difficulté à maintenir son sommeil. L'insomnie peut aussi se définir comme un réveil précoce ou un sommeil qui nous paraît non récupérateur. Les insomnies représentent à peu près 30% de la population se plaint d'insomnie aiguë et 10% de la population se plaint d'insomnie chronique. Et dans le cadre de la prise en charge d'insomnie, malheureusement, souvent on a recours à une prise d'hypnotique. La deuxième catégorie de pathologies que l'on retrouve en sommeil, ce sont les troubles respiratoires du sommeil. Et le trouble respiratoire prédominant, c'est celui du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, face auquel on est de plus en plus sensibilisé aujourd'hui avec les campagnes médicales. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil va se définir comme la fermeture répétée, partielle ou totale de notre pharynx au cours de notre sommeil. Ce syndrome d'apnée du sommeil peut être accompagné ou non de ronflement, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il va avoir action sur les différents systèmes organiques de notre corps et va être à l'origine de l'aggravation ou de la venue de nombreuses pathologies. Il représente à peu près 4 à 8% de la population adulte. Il peut atteindre la population gériatrique. À environ 15% de la population âgée de plus de 65 ans présente des apnées du sommeil. Et il ne faut pas oublier la population pédiatrique. En effet, on peut retrouver de l'apnée du sommeil dès la naissance chez le nourrisson et chez les enfants. Et la prise en charge précoce des apnées du sommeil chez l'enfant, c'est vraiment indispensable, puisque si l'enfant ventile mal, sur le plan de son sommeil, il va mal dormir, il va mal se développer sur le plan cérébral, et donc du coup, il va altérer son développement global, tant physique que psychique. Et après, ça va amener à des problèmes dans la scolarité, dans son développement intellectuel, il peut prendre du retard ou autre. La troisième catégorie de pathologies que je retrouve en sommeil, qui est donc beaucoup plus rare, surtout présente chez les enfants aussi, ce sont les parasomnies. Donc vous les connaissez, il s'agit du somnambulisme, des sujets qui parlent pendant la nuit, la somniloquie, les cauchemars, les troubles du comportement sommeil paradoxal. On retrouve aussi les terreurs nocturnes et les éveils confusionnels. Donc ça concerne à peu près 20% des enfants, les parasomnies. Et c'est vraiment un état
de vigilance au cours duquel on a un mélange entre l'éveil et le sommeil. Ce n'est pas très grave, donc la prise en charge est assez aisée. Ensuite, très rare, les hypersomnies. Donc, il s'agit de pathologies au cours desquelles le sujet va avoir un temps de sommeil total de plus de 11 heures sur les 24 heures, sur le nicténaire. Dans les hypersomnies, le plus fréquemment cité, que vous devez connaître, c'est la narcolepsie, qui sera associée ou non à de la cataplexie. Ça représente 0,05% de la population. Et enfin, dernière catégorie, les mouvements anormaux que l'on peut retrouver pendant le sommeil. Donc là, il s'agit du syndrome des jambes sans repos. Ça concerne à peu près 15% de la population. Nous avons les mouvements périodiques de jambes, le bruxisme, l'érythmie d'endormissement. Voilà, et il y en a encore d'autres. Voici pour les pathologies du sommeil. Alors, nous allons aborder les conséquences des troubles du sommeil sur notre santé au quotidien et évidemment, a posteriori, sur la santé de votre entreprise. Il faut savoir que lorsqu'on fait une nuit blanche, on va être en capacité de pouvoir récupérer au cours de sa semaine cette dette de sommeil de manière partielle, mais on a quand même cette capacité de récupération qui va être là. Et en fait, c'est vraiment le cumul d'un manque de sommeil, donc la chronicité du manque de sommeil, la chronicité de la dette de sommeil qui va amener à un moment donné où le corps va décompenser complètement et va développer des maladies. Et c'est là où notre santé va être altérée et nos capacités seront de plus en plus altérées au travail ainsi que nos performances. Parmi les conséquences en termes de santé qui peuvent être dues à des troubles du sommeil, donc je les ai mis en 4 catégories. Vous avez des conséquences cardiovasculaires qui ne sont pas négligeables. En effet, donc les troubles du sommeil augmentent notre morbimortalité cardiovasculaire, coronarienne et cérébrale. On peut et on risque de développer de l'hypertension artérielle, de faire un infarctus du myocarde, un AVC ou des troubles du rythme cardiaque. Dans le cadre de l'apnée du sommeil, par exemple, il faut savoir qu'un patient qui fait de l'apnée du sommeil, qui ne se traite pas, va multiplier par 3 son risque de mortalité globale, toute pathologie confondue, dans l'année. La deuxième catégorie donc, de conséquences induites par les troubles du sommeil, il s'agira donc des conséquences métaboliques et endocriniennes. Donc le sujet va être plus susceptible, plus à même de développer un diabète de type 2, d'avoir des problèmes de poids, donc une obésité, un syndrome métabolique, une insuffisance rénale et une dysfonction de la thyroïde. Les conséquences sur le plan cancérigène, donc le Centre international de recherche contre le cancer a bien mis en évidence de manière significative le fait qu'on augmentait le risque de cancer du sein chez la femme qui elle, travaille en horaire décalé, c'est-à-dire en travail posté de nuit. Le risque de pathologie, donc de cancer du sein est multiplié par 1,5 dans ce cadre-là. Le risque de cancer du côlon chez l'homme aussi est augmenté en cas de travail posté de nuit. Et rien n'a pas été mis en évidence de manière significative, mais ça tend à être avéré dans les années à venir. Enfin, les conséquences sur le plan bronchopulmonaire, digestif, neurocognitif. Les troubles du sommeil vont majorer toutes les pathologies inflammatoires bronchopulmonaires, la bronchopneumopathie chronique obstructive, l'asthme. On va majorer nos symptômes digestifs, le reflux gastrique, l'alternance diarrhée-constipation, la nausée, les maladies neurodégénératives. Donc là, c'est très important. Comme pendant la journée, vous allez cumuler des toxines au niveau de votre système nerveux. Si ces toxines ne sont pas éliminées au cours du sommeil, elles vont se cumuler, elles vont faire des dépôts amyloïdes au niveau du cerveau. Et là, c'est le début de la neurodégénérescence et de la maladie d'Alzheimer. Et les troubles du sommeil vont évidemment nous rendre beaucoup plus sensibles, beaucoup plus irascibles et vont être à l'origine de nombreuses maladies ou troubles anxio-dépressifs. Le dernier point que j'aborderai, c'est le risque accidentel.
En effet, donc, les troubles du sommeil vont majorer le risque d'accident, notamment d'accidents au travail. Les accidents au travail, ça représente aussi bien les accidents sur votre lieu de travail, donc c'est très important pour vous en entreprise, mais aussi sur le trajet du travail. Quand on se rend au travail ou quand on rentre le soir, voilà. Évidemment, si le sujet est soumis à des troubles du sommeil, il sera sujet à des troubles de la vigilance et donc ce sera propice à pouvoir provoquer des accidents de la route. On sait d'ailleurs que depuis 2020, la somnolence est la première cause d'accident mortel sur l'autoroute. On multiplie son risque d'accident de la voie publique en cas de somnolence par 5, par 2 en cas de travail posté de nuit, et 29% des accidents de la voie publique mortels sont en lien avec la somnolence. Les troubles de la vigilance, induits par les troubles du sommeil, sont à l'origine de 4 des plus grandes catastrophes industrielles du XXe siècle. Et je citerai surtout celle de Tchernobyl et de l'accident nucléaire en 1986. Pour les chefs d'entreprise qui ont des salariés qui sont des professionnels de la route, donc conducteurs d'ambulance, conducteurs d'engins, il est très important de surveiller, de sensibiliser vos employés par rapport à leurs différentes plaintes et éventuelles pathologies du sommeil. Si un sujet présente de l'apnée du sommeil, qui ne se soigne pas, et s'il est à l'origine d'un accident de la route, d'un accident donc, de travail, voilà, il sera impliqué de manière médico-légale et vous avec. Donc, il est vraiment très important de sensibiliser ses salariés et d'être en lien évidemment avec la médecine du travail et aussi avec le médecin qui fait passer les permis de conduire à la préfecture, par exemple. Alors, le sommeil aujourd'hui, quelques chiffres. Il faut savoir que 35% des Français dorment moins de 7 heures, que depuis les années 1960, on a diminué notre temps de sommeil total d'environ 1h30. Donc, autant dire que si on perd 1h30 de sommeil par nuit, cumulé sur la semaine, c'est comme si on avait fait une nuit blanche. D'où l'importance peut-être de mettre en place des choses pour vraiment maintenir notre quantité de sommeil. 25% des Français évoquent dormir moins de 6 heures, alors qu'on sait très bien que seulement 4% de la population a vraiment une typologie de court dormeur. Ça, c'est l'Institut national du sommeil et de la vigilance qui le met en évidence. 70% de la population française présente des troubles du sommeil. Ces troubles du sommeil prédominent surtout chez la femme, chez les personnes âgées entre 50 et 65 ans et chez les sujets qui sont plutôt sédentaires. 55% des actifs notent une dette de sommeil et mettent en évidence leur impact sur leur performance au travail. Un Français sur 4 se plaint de somnolence. Et les causes que l'on retrouve, c'est l'activité, les contraintes professionnelles, sociales, familiales, qui vont faire qu'on va prendre en premier lieu sur notre temps de sommeil, au lieu d'essayer de se dégager du temps différemment, le temps passé dans les transports et le temps passé devant les écrans, qui, chez nos adolescents ou même nous adultes, nous imputent un temps de veille énorme et de sommeil énorme aussi. Alors, vous, en tant que chef d'entreprise, les 2 plaintes face auxquelles vous devez être le plus souvent confronté, ou même vous en tant que chef d'entreprise, hein, bien entendu, ce sont les insomnies et la somnolence. Les insomnies, que j'ai déjà définies, elles vont vraiment augmenter le risque d'accident de travail, le nombre d'absences au travail. En effet, quelqu'un qui va présenter des insomnies, il aura un risque multiplié par 2 d'être absent. Et la durée des arrêts de travail. Ensuite, la somnolence, si elle est présente chez vos employés ou vous en tant que chef d'entreprise, si vous vous sentez somnolent, évidemment, ça va vous amener à une difficulté dans la gestion de votre temps, dans la gestion des relations humaines, et vous allez perdre en efficacité et en performance pour votre entreprise.
5 ans de santéisme au travail en Europe est lié aux troubles du sommeil. Et cela représente un coût économique annuel global d'environ 20 milliards d'euros pour l'Union européenne. Ces différentes plaintes, quelles en sont les causes? Elles sont au nombre de 2 principalement. Le stress au travail. Donc en effet, quand on est stressé au travail, stressé par la charge de travail, stressé par la pression de la hiérarchie, on va développer de l'angoisse, de la panique. Et ça va se répercuter surtout sur notre capacité d'endormissement. Voilà, ça va alimenter les insomnies d'endormissement. Donc ça, c'est vraiment la première cause de troubles du sommeil au travail. Et la deuxième cause, ce sera la dette de sommeil. Donc j'ai déjà évoqué les différentes causes, le travail posté, le fait que chaque individu va prendre sur son temps de sommeil pour pouvoir essayer de satisfaire et de répondre à la demande professionnelle. Voilà, et de sur du long terme de notre organisme. Face à ces difficultés-là, on met en place, l'organisme est très intelligent, des modifications de nos comportements. C'est-à-dire qu'on va, le matin, si on est fatigué, avoir tendance à consommer des excitants pour tenir, donc du café, du thé, du tabac aussi, puisque le tabac est considéré comme un excitant. On va prendre le soir, alors qu'on n'arrive pas à dormir, des anxiolytiques, des hypnotiques. Ainsi, c'est vraiment donc le cercle vicieux. Je suis fatiguée, je prends des excitants. Je dois dormir, je prends des hypnotiques. Donc là, vraiment, quand on en arrive à ce stade-là, il faut vraiment se poser les bonnes questions et peut-être aller voir des professionnels de santé en conséquence. Parmi les modifications comportementales aussi qu'on peut retenir, c'est celles qui sont du domaine de l'alimentation. Quand on est stressé et fatigué, quand on travaille de nuit, on va avoir tendance à manger et manger surtout gras et sucré. Et si l'on mange gras et sucré, automatiquement, ça amène à du surpoids, à de l'obésité. L'obésité favorise la somnolence et l'obésité favorise aussi ou alimente de nombreuses pathologies comme les pathologies hormonales, le diabète ou autres. Donc vraiment, prendre conscience de cette altération du sommeil sur la qualité de vie, sur la santé et sur la qualité au travail. Alors, j'aborde enfin les meilleurs moyens que chacun peut mettre en place à son niveau, donc en tant que chef d'entreprise ou en tant que salarié ou en tant qu'individu à part entière, afin d'optimiser son sommeil. Donc, le premier thème que j'aborderai, c'est celui de la micro-sieste, qu'on appelle la nap flash en anglais, qui équivaut finalement à une courte période de sommeil. Courte période de sommeil au cours de laquelle on va vraiment avoir un rafraîchissement. Cette période de sommeil, elle va nous permettre de stimuler notre système immunitaire, de booster notre mémoire, de booster notre attention, notre intellect, notre concentration et notre créativité. Elle va, selon sa durée, jouer un rôle dans la récupération de la dette de sieste plutôt longue de plus de 3/4 d'heure. Dans le cadre de la nap flash, voilà, c'est une sieste qui doit durer 5 à 10 minutes, qui pourra se faire n'importe où, n'importe quand. Donc, elle est bienvenue éventuellement au travail si on en ressent le besoin. Dans sa position de quotidienneté, on lâche prise et on se laisse aller au sommeil pour 5 à 10 minutes avec évidemment le réveil à côté. 64% des directeurs des affaires financières 5 minutes sur leur lieu de travail. Et il faut savoir que seulement 15% des actifs font une sieste une fois par semaine au travail. Alors, l'impact de la sieste, voilà sur le schéma que nous avons déjà vu préalablement, c'est un impact sur la pression de sommeil. Donc là,
on a commencé notre journée avec une pression de sommeil nulle. Je commence ma journée, je cumule ma pression de sommeil. Et lorsque je fais ma sieste, je vais diminuer ma pression de sommeil. Donc, évidemment, il faut une sieste pas trop longue, 5 à 10 minutes, c'est très bien, de manière à ne pas trop diminuer la pression de sommeil, puisque c'est la valeur seuil de déclenchement du sommeil, il va falloir que je retarde mon horaire d'endormissement habituel. Après la sieste, viennent donc les règles d'hygiène alimentaire qui sont indispensables aussi et qui conditionnent vraiment la qualité de notre sommeil. Donc, manger en quantité raisonnable, des aliments de bonne qualité et faire des repas équilibrés sur la journée. 3, 4 repas, mieux vaut fractionner. Manger toujours 2 à 3 heures avant l'heure prévue du coucher pour éviter d'être sur la digestion et d'avoir une difficulté à l'endormissement. Limiter la prise d'alcool qui va, l'alcool favoriser l'endormissement mais altérer complètement la qualité du sommeil. Quelqu'un qui prend de l'alcool vous dira toujours qu'il dort, dis-moi qu'il s'endort bien, mais par contre, le matin, il se lève fatigué. En effet, ça perturbe la quantité de sommeil lent profond et de sommeil paradoxal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez fait 17 heures d'éveil, finalement, ça correspond à une journée de travail complète, votre vigilance est altérée et c'est l'équivalent de la prise de 0,5 g d'alcool dans le sang. C'est-à-dire que votre vigilance, voilà, lorsque vous avez pris un verre de vin, voilà, est équivalente au trouble que vous pouvez ressentir à la fin de la journée. Il faut aussi éviter la prise d'excitants après 16 heures. Donc, les excitants, le thé, le café et le chocolat, le tabac aussi. Et éviter la prise de protéines le soir qui ont un rôle éveillant. Le sport, troisième élément indispensable qui influe sur le sommeil. Le sport, sa pratique va vraiment renforcer la pression de sommeil. Plus vous ferez de sport, plus votre pression de sommeil va augmenter au cours de la journée et plus la pression de sommeil, l'amplitude de ce signal est important, plus la qualité et la quantité de sommeil lent profond qui sera présente au cours donc, de la nuit sera importante. L'organisme est vraiment bien fait, c'est-à-dire que plus vous le soumettez à une contrainte, plus il va vous permettre, grâce à son sommeil, de vous aider à récupérer. En renforçant la pression de sommeil, en renforçant par ce biais-là le rythme veille-sommeil, on renforce bien entendu l'ensemble de nos autres rythmes biologiques. Le sport, quand il est pratiqué en journée, il va induire une sécrétion d'adrénaline qui est un excitant, donc ça c'est très bien pour l'état de veille. Et parallèlement, il va favoriser la sécrétion de la sérotonine. La sérotonine, c'est un neuromédiateur qui lui a un rôle dans la régulation de l'humeur au cours de la journée et le soir, qui va avoir un rôle anxiolytique qui va donc du coup favoriser l'endormissement. Donc faire du sport a un rôle bénéfique pour l'endormissement. Le sport, vous le savez très bien, il est important puisqu'il permet de préserver nos fonctions cardiovasculaires, les fonctions musculo-articulaires, de stabiliser le poids par la dépense énergétique et donc il dégage de bonne santé. Le conseil que je peux donner en termes de sport et son lien avec le sommeil, c'est de faire du sport à peu près 30 minutes par jour, 3 à 4 fois par semaine, de préférence le matin ou 5 heures avant l'horaire du coucher. Pourquoi ? Parce que pendant qu'on fait du sport, on augmente notre température corporelle. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, il faut que la température corporelle diminue pour que nous soyons dans des conditions propices à l'endormissement. Donc, automatiquement, on va privilégier le sport ou entre midi et 2. Le sport doit se faire de préférence en plein air et exposé à la lumière, puisque la lumière va agir en tant que synchroniseur externe. Donc là, c'est un doublé. Je fais du sport le matin exposé à la lumière, je synchronise correctement mon horloge biologique et donc je conditionne de manière optimale ma qualité et ma quantité de sommeil. Je fais une petite aparté pour vous en tant
que chef d'entreprise. Le sport en soirée, donc évidemment, si vous le pratiquez, si vous ne pouvez pas faire autrement, va automatiquement entraîner un retard de votre horaire d'endormissement. Donc, il ne faut pas hésiter à retarder votre horaire d'endormissement. Ne pas hésiter fraîche seulement lorsqu'on ressent la somnolence. Ça, c'est une des clés aussi que l'on reprend en thérapie comportementale. Hein. Seule la somnolence amène à aller se coucher et amène au sommeil. Les glucides lents au dîner, qui va être propice à l'endormissement, contrairement aux protéines que je viens de vous dire, qui sont plutôt éveillantes. Les glucides lents qui vont pouvoir aussi régénérer tout ce que vous avez dépensé en termes physiques au cours de votre activité sportive. Et enfin, le lâcher prise sur la peur de ne pas s'endormir. Voilà, vraiment se laisser aller et ne pas se poser de questions le soir avant de s'endormir. Donc, après avoir abordé 3 clés essentielles pour notre sommeil, c'est-à-dire la sieste, l'alimentation et le sport, j'aborderai les dernières règles d'hygiène en sommeil, vraiment être à l'écoute de ses besoins, de son besoin physiologique de sommeil. Si je me sens somnolent, ne pas hésiter à me rendre dans mon lit et à dormir. S'imposer une routine, c'est-à-dire s'imposer des rythmes. Par exemple, le soir, faire comme une sorte de sas de décompression entre le moment où je rentre du travail et le moment où je vais me mettre dans mon lit pour dormir. Voilà, c'est vraiment une période qui peut être propice pour favoriser le sommeil. Et on a aussi le rituel du coucher. Le rituel du coucher, ça peut consister en une méditation, en une lecture. Et plus on aura de rituels, comme chez les enfants, et plus notre endormissement sera propice. Voilà, on est vraiment des organismes de rythme. L'environnement optimal, donc ça c'est des conditions de sommeil dans la chambre que j'ai déjà évoquées tout à l'heure. Le couvre-feu digital, 1 heure avant le coucher. Donc là, il est important d'arrêter les écrans. La télé, peu importe, télé 1 heure avant le coucher. Déjà, il faut arrêter parce que ça nous stimule intellectuellement, ça stimule notre réveil, ça peut être source d'anxiété. Et puis aussi parce que si on n'a pas retiré la lumière bleue des écrans, il faut savoir que cette lumière bleue a une longueur d'onde qui va venir impacter nos systèmes d'éveil et qui va stimuler notre réveil, alors qu'on aspire à s'endormir. Donc vraiment, couvre-feu digital, 1 heure, voire plus avant le coucher. Éviter toute prise médicamenteuse. Et enfin, le lâcher-prise. Alors, pour faire le lien avec le lâcher-prise, évidemment, moi, je suis confrontée à beaucoup de salariés ou de chefs d'entreprise qui sont à la limite du burn-out, trop stressés, trop de dette de soi. Un des éléments essentiels, c'est leur proposer de lâcher prise. Alors, comment lâcher prise? Donc là, je vous ai fait une petite diapositive. Nous avons différentes techniques. Les 3 techniques que j'ai notées sont la méditation, le yoga et la sophrologie. Il y en a bien d'autres, bien entendu. Dans le cadre de la pratique de la méditation, on peut parler d'une pratique de méditation minute qui est très efficace, bénéfique aussi bien aux dirigeants qu'aux salariés débordés et se pratiquer debout ou assise. 3 minutes, hein, il suffit de prendre ce temps-là pour soi, 2 à 3 fois par jour. Cette période-là, ce moment-là est un moment propice. On va pouvoir se recentrer sur soi. Il va nous permettre de rester plus lucide par rapport aux obstacles que l'on aura rencontrés au cours de la journée de travail. Va nous permettre de gérer plus facilement nos perturbations émotionnelles. Et par le biais de cette méditation, en se recentrant, ça nous aide aussi à développer une représentation mentale positive de nous-mêmes et de notre quotidien. Et donc, on va être en capacité, de manière beaucoup plus aisée, à offrir la version
la meilleure variable à ses employeurs. Donc, prendre un temps pour méditer. Vous pouvez méditer et essayer d'éviter de penser, on pourrait dire. La conclusion de ce topo, préserver son sommeil, c'est préserver sa bonne santé et c'est performer 24 heures sur 24 en entreprise et dans son quotidien. Alors là, la dernière slide, je vous ai évoqué quelques idées, quelques plans d'action que vous pouvez éventuellement mettre en place dans vos entreprises. Des actions de prévention, contrôler assez rapidement les salariés ou vous-même à la problématique sommeil et ainsi prévenir de la cascade des conséquences des troubles du sommeil. Réduire le stress en entreprise, réduire les temps de trajet. Depuis le Covid, on a quand même mis en place le télétravail, donc ça peut être quand même une solution et c'est une solution qui n'est pas négligeable puisque moi, les patients en général s'en trouvent plutôt ravis et ça préserve leur sommeil puisqu'ils ne vont pas perdre de temps en voiture, ils vont se consacrer à leur travail de manière beaucoup plus optimale. Être d'une plus grande flexibilité quant au lieu de travail, au temps de travail, aux conditions de travail. Évidemment, plus de flexibilité amène à plus de sérénité et donc du coup à plus de sommeil, donc à une meilleure récupération, à une meilleure performance dans son travail. Faire confiance à ses salariés afin d'améliorer les relations interindividuelles. Et enfin, oubliez peut-être la culture du présentéisme français. Voilà, ce n'est pas parce que votre salarié n'est pas forcément présent. Voilà, lui faire confiance. Il est en télétravail, il a mieux dormi, donc il va me faire du meilleur travail et moi, je vais performer au niveau de mon entreprise. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Hélène. Est-ce que tu veux bien remettre ta caméra pour qu'on puisse te voir? Ouais, super. Merci beaucoup, Hélène. C'était très complet, très intéressant. Merci de nous avoir consacré ce temps. On va passer maintenant, donc, si vous le voulez bien, aux questions. Il y a déjà une première question que je vois dans le chat que je vais te poser. Moi, j'en ai noté deux aussi à te poser. Donc, je vais poser celle de Tiffany. Tiffany nous demande si est-ce qu'il y a un temps proportionnel entre le cumul de la dette de sommeil et le temps de récupération de cette dette? Non, parce que de toute façon, la dette de sommeil ne sera jamais récupérée. D'accord. Alors, ok, Hélène. Alors, je vais rebondir sur la question de Tiffany. Merci, Tiffany. Ça concerne justement une question que je me posais autour de la dette du sommeil. Quand tu accumules un manque de sommeil tout au long de la semaine et que tu fais une sieste le week-end, ce que tu veux nous dire, c'est que de toute façon, ta dette de sommeil, elle est quand même là. Tu n'arriveras jamais à… En général, on pourra récupérer si vraiment… on se met à dormir, entre guillemets, 70%. Ouais. 70%, c'est ça, c'est ce que tu dis? D'accord, ok. Je regarde s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Alors moi, j'ai une autre question, Hélène, je continue dans mes questions. Peut-être que ça va répondre aussi à des questions que nos membres se posent. Je crois que tu as dit pendant ton intervention que les femmes étaient plus sujettes à ce manque de sommeil. J'ai bien compris ça? Sujettes aux troubles du sommeil. En effet, les études montrent que plus de femmes présentent des insomnies, par exemple. D'accord. Et toi, tu as une explication par rapport à ça? Est-ce que la surcharge mentale dont on parle notamment pour les femmes peut être liée Je pense, oui, pour une grande partie. Même si souvent la femme peut-être a des dispositions quand même. Mais oui, après, je pense que la surcharge mentale… elle y est pour beaucoup, carrément. D'accord.
Merci Hélène de ton retour. Est-ce que vous avez d'autres Oui, questions? c'est Tiffany. Bonjour, merci. Oui, C'est un grand Tiffany. sujet pour moi, le sommeil, depuis des années. Et c'est surtout un grand sujet depuis que je suis maman, en fait. D'ailleurs, il y a quelques participants qui, quand ont vu l'invitation, m'ont tous dit « Tiffany, tu dois participer ». Parce que du coup, en fait, il y a cette fameuse, ces insomnies que je connais depuis que je suis assez jeune, au niveau des… mais la question que je me pose là, c'est que quand je mélange le combo maman d'un enfant qui n'a fait ses nuits qu'à partir de 3 ans, donc il y a peu de temps, et ma vie de chef d'entreprise, il y a quelques fois où c'est un petit peu compliqué parce que même si je voudrais tenter de dormir, de me reposer, en fait, j'ai toujours en fait un point extérieur qui est ma fille, du coup, qui va soit couper mes nuits, ma sieste, et si elle veut bien. Du coup, en fait, comment on peut gérer? Parce que je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs extérieurs dans le quotidien de chacun, avec des urgences, des astreintes qui vont être réveillées régulièrement. Comment on peut gérer ça au mieux quand qui du coup ça va devenir compliqué de pouvoir mettre en place des rituels ou des habitudes en fait au niveau du sommeil? Alors là, dans votre cas, je pense que la première question à se poser, c'est votre fille, quand elle vous réveille la nuit, elle vous réveille pourquoi en fait? Ah oui, non, mais je crois que je vais venir vous voir avec elle. Peut et doit, physiologiquement, et depuis l'âge de 6 mois, on est prêt à faire des nuits complètes. Donc après, c'est beaucoup, en général, les troubles du sommeil chez l'enfant. Si évidemment on a éliminé toutes les pathologies organiques aiguës, c'est plutôt des mauvaises habitudes comportementales, on dira. Donc là, c'est le conditionnement. Donc il faut déconditionner le mode de fonctionnement de l'enfant et du parent. D'accord. C'est bien, j'habite à la Saline Levé, on va se voir bientôt. Et, faire confiance à votre fille et lui apprendre à se dire qu'elle a cette capacité à dormir seule. Et en plus, cette capacité à dormir seule pour les enfants, c'est hyper important parce que c'est aussi un moyen pour eux de leur donner confiance. C'est vraiment ça, c'est une étape auquel les parents peut-être ne font pas assez attention. C'est-à-dire que pas parce que votre enfant il dort seul qu'il va être malheureux. Au contraire, le fait de s'endormir seul, c'est déjà une des clés en médecine du sommeil chez l'enfant. Savoir s'endormir seul, c'est savoir se faire confiance. Et savoir se faire confiance, c'est après mieux aborder la vie à l'école, puis après au lycée, et puis la vie quand on sera adulte. Okay. Merci Hélène. Merci Tiffany. Tiffany, tu as une autre question parce qu'il y avait Francisca aussi qui voulait poser une question. Ok, merci Tiffany. En tout cas, merci parce que c'est vrai que c'est intéressant ce sujet-là. J'imagine Hélène que tu vois souvent ce type de problématique. Francisca, merci de ta question. Donc, je la retransmets à Hélène. Francisca te demande, Hélène, comment tu peux traiter les apnées du sommeil? Et alors, peut-être pour rebondir aussi sur une question de Patrick avant, c'est quels sont les symptômes de l'apnée du sommeil? Donc, voilà, peut-être les identifier et comment tu peux les traiter. Les symptômes de l'apnée du sommeil, donc la majorité du temps, c'est le ronflement qui va être retrouvé par l'entourage. Voilà, ça c'est le premier motif de consultation, donc les ronflements. Ensuite, c'est un sommeil plutôt agité, des levées nocturnes pour faire pipi. Ça, ce sont les signes nocturnes. On transpire beaucoup la nuit en général aussi. On se réveille le matin avec une sensation de bouche sèche. On se réveille fatigué, avec des maux de tête. Une humeur qui a tendance plutôt à être altérée et une concentration aussi qui est altérée. Donc, les signes clés en termes nocturnes, c'est surtout donc ronflement, sommeil agité, levée nocturne pour faire pipi. Et en signe de jour, diurne, c'est surtout les maux de tête le matin, la somnolence
et la fatigue. Et quand on a donc ces différents signes, bon, on essaye de venir consulter si on en a envie. Voilà. Le traitement de l'apnée du sommeil, alors il n'est pas aisé dans le sens où il n'y a pas trop de choix. Il y a 2 traitements. Le premier traitement qui consiste en une PPC, donc c'est respirer la nuit avec une petite machine qu'on appelle une pression positive continue. Donc tous les soirs, au moment où on s'endort, on met notre masque, on enclenche la machine et en fait, quand on tend à faire une apnée du sommeil, quand nos voies respiratoires tendent à se fermer, l'algorithme ou l'intelligence artificielle de la machine repère cette augmentation de pression, cette surpression, et va envoyer de l'air avec une pression positive qui va éviter la fermeture des voies respiratoires. Donc ça, c'est le premier traitement. C'est un traitement mécanique et c'est un traitement qu'on pourra dire minute. C'est-à-dire que tous les soirs, je dois mettre cette machine pour pouvoir éviter de faire des apnées du sommeil. Traitement mécanique, traitement minute, si je ne la mets pas une nuit, automatiquement, comme des apnées du sommeil sont séquelaires, je referai à nouveau des apnées. Voilà, c'est-à-dire on ne revient jamais. Il faut vous dire que c'est déjà trop tard, c'est-à-dire que les séquelles sont là, c'est irréversible, on ne pourra pas revenir en arrière. Par contre, on pourra prévenir avec le traitement de l'aggravation et surtout de l'impact que ça a en termes de pronostic vital ou autre. Voilà, donc ça c'est le premier traitement mécanique, traitement de référence, qui est le plus utilisé, la pression positive continue. Et en alternative, pour des patients qui font des apnées du sommeil de manière plutôt modérée, ou qui ne sont pas tolérants ou qui ne veulent pas accepter la machine, on a ce qu'on appelle des orthèses d'avancée mandibulaire. Une orthèse d'avancée mandibulaire, c'est comme un appareil dentaire avec lequel on va dormir la nuit, qui a pour but d'avancer la mandibule. Et en avançant la mandibule, on augmente le diamètre des voies respiratoires au niveau du pharynx, qui est la zone au niveau de laquelle se font les apnées du sommeil. Ainsi, on diminue notre index d'apnée au cours de la nuit. L'efficacité, elle est moins importante évidemment que celle de la PPC, mais ça reste une alternative sur laquelle on peut poser une option. Voilà. Et évidemment, après, le traitement de l'apnée du sommeil, c'est un traitement global. C'est-à-dire, il faut perdre du poids, il faut faire du sport. Donc, il faut essayer de… Voilà, moi, quand je prends en charge un patient, c'est vraiment dans sa globalité. Je vais voir s'il a bien vu les spécialistes pour faire le check-up de tous les organes sur lesquels l'apnée du sommeil peut être néfaste. Voilà. On va essayer de perdre du poids. On va essayer de lâcher prise aussi par rapport au sommeil. Voilà, il y a un ensemble, c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire pour moi. Merci Hélène, Francisca, j'espère qu'on a répondu à ta question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat. Alors, moi, j'avais peut-être une question à te poser sur la nappe flash. Donc ça, Hélène, toi, la nappe flash, en fait, c'est quoi? C'est se laisser s'endormir et c'est ce que tu expliquais, quelques minutes et mettre un réveil pour se réveiller, c'est ça? Donc, il y a 3 types de siestes. Et la sieste que je ne peux que recommander en entreprise, c'est la sieste flash, qui consiste à se mettre dans une position et dormir, essayer de dormir pendant 5 siestes rafraîchissantes. On va faire un petit peu de sommeil, voilà, et le peu de sommeil qu'on va faire va être suffisamment récupérateur pour pouvoir mieux attaquer la suite de sa journée. Et ça, Hélène, du coup, tu as des techniques, en fait, tu apprends des techniques pour mettre en place ça, parce que j'imagine que si on n'a pas vraiment envie de dormir, mais j'entends que tu nous conseilles quand même de faire cette petite sieste, comment on arrive à… Non. C'est-à-dire qu'on ne va dormir que si on est somnolent, si on en ressent le besoin. Ok, d'accord, ok, j'ai compris. Il n'y a pas besoin de sieste. Bon, il y en a des fois qui font la sieste par plaisir 10 minutes, mais non, voilà. Oui, d'accord.
C'est juste somnolence et du coup, on se laisse aller à cet état-là, mais on le cadre avec un réveil, c'est ça. Voilà, bien sûr. Toutes les siestes doivent être cadrées avec des réveils. Hein. D'accord. Okay. On descend trop notre pression de sommeil et puis après, ça va se répercuter sur le sommeil de la nuit qui va arriver. Ok. Merci Hélène pour cette précision. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dans le chat, tout le monde dit que c'est très clair. Ta présentation est claire. C'est vrai qu'elle était très complète, Hélène. Donc, je crois qu'on n'a pas énormément de questions. Je refais un petit tour de table. Non, je crois que c'est clair. Ce que j'ai fait, Hélène, c'est que j'ai mis tes coordonnées. Je me suis permise de mettre tes coordonnées dans le chat pour l'ensemble des participants. Donc, si les gens veulent te contacter en direct, ils le feront. Consultation, mais aussi pour essayer des fois de sensibiliser leurs salariés, hein, même. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, mais je pense que c'est aussi ce que tout le monde a apprécié. Voilà, je vois tout le monde te remercie, Hélène, dans le chat. Je ne sais pas si tu vois que c'était très clair. Merci beaucoup, top. Merci pour la présentation. Voilà. Ben, écoute, passer des heures, mais ouais, non, mais c'était, oui, c'est un sujet. J'imagine extrêmement vaste, mais c'est vrai que c'était très les différentes étapes de tout le monde. Et puis, ben voilà, tu vois, Fabienne dit qu'elle viendra aussi te voir, qu'elle habite la Saline. Donc voilà, tu étais déjà débordée, tu vas être encore plus débordée. Je vous remercie tous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit surtout. Oui, c'est ça. Merci Hélène. Merci. Merci à vous. Bonne nuit. Alors, merci à vous tous d'avoir assisté à cette belle présentation. On va revenir vers vous avec Audrey rapidement sur le prochain sujet pour le mois de mars et le mois d'avril. Et puis toujours, hein, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie qu'on traite des sujets plus particuliers. N'hésitez pas à nous remonter vos attentes. Merci à vous. Merci Michel de ta fidélité. Merci Francisca aussi, ta fidélité. Merci tout le monde d'être là. Bonne soirée à vous. Bonne bonne soirée. nuit. Bonne nuit. Joyeuse bonne nuit. Oui, bye bye. Ciao.